Salut et bienvenue, c'est l'heure de Comics in Motion. L'été est déjà à sa fin, mais si nous le prolongions un petit peu en nous plongeant dans un récit créé il y a quelques années pour l'occasion. J'espère que vous connaissez bien vos personnages Marvel et que vous aimez les mondes parallèles, car nous allons en 1602. L'instigateur de ce projet n'est autre que le très célèbre Neil Gaiman, connu pour être le créateur de la sublime série Sandman, pour avoir repris le personnage de Miracle Man après Alan Moore, d'avoir fait des étincelles sur Swamp Thing, ou encore d'avoir revisité les Éternels de Kirby ou d'avoir créé le personnage d'Angela dans Spawn. Mais dont les droits appartiennent à Marvel désormais, oui, c'est compliqué, on verra peut-être ça une autre fois. Il est connu aussi pour son travail d'écrivain, entre autres pour Coraline, American Gods, ou encore L'étrange vie de Nobody Owens. Côté dessin, c'est le très talentueux Andy Kubert, fils de la légende Joe Kubert et responsable de la Joe Kubert School, à qui l'on doit de sublimes pages de Khazar, des X-Men, des Ultimate X-Men ou encore de la saga Origins revisitant la jeunesse de Wolverine. Une des autres pierres angulaires de sa carrière est sa collaboration avec Grant Morrison sur leur run de Batman avec l'apparition de Damian Wayne. Résumé. Nous sommes en 1602 et il se passe des choses étranges en Angleterre. Au service de la reine Elisabeth, le magicien Stephen Strange pressent que le climat inhabituel et agité qui sévit sur la planète n'est pas naturel. Sir Nicholas Fury déjoue une tentative d'assassinat visant la reine, perpétrée par des guerriers ailés appartenant à la solde d'un despote, le comte Otto von Fatalis de Latverie. Une rumeur se répand, on aurait vu des prodiges, de jeunes gens dotés d'incroyables pouvoirs surhumains et désormais pourchassés par l'Inquisition. Et au cœur de ce chaos naissant se débat Virginia Dare, une jeune fille nouvellement arrivée du Nouveau Monde, escortée de son colosse indien. Fury et ses alliés parviendront-ils à trouver un lien rationnel à tous ces mystérieux phénomènes avant la fin du monde ? De Sir Nicholas Fury à Sa Majesté Elisabeth, par la grâce de Dieu, je vous salue. Madame, depuis notre dernier entretien, j'ai mandé mon meilleur agent sur le continent. Il est parti à la rencontre du vieil homme, le chef des Templiers qui a, en secret, emporté le trésor des Templiers loin de Jérusalem. Mon homme, que j'ai avisé dans la plus grande discrétion, nous le ramènera sain et sauf avec son trésor. La nature continue de se déchaîner et de menacer notre vie. Aujourd'hui, Miss Virginia Dare, le premier enfant né dans une colonie de Sa Majesté, à Roanoke, va vous être présenté. J'ai chargé mon serviteur, Maître Parkwog, de l'accompagner. Je ne serai pas présent, hélas. Il me faut impérativement m'entretenir avec le très éminent Carlos Javier, de l'institut duquel je vous ai déjà parlé à maintes occasions. Je me ferai un devoir d'informer à tout moment Sa Majesté de ce qui se trame, et j'ai l'honneur de signer en personne, Sir Nicholas Fury. Marvel 1602, ou 1602, est une mini-série de 8 épisodes publiée aux USA par Marvel Comics, plutôt logique, de novembre 2003 à juin 2004. En France, elle a été éditée en album relié par Marvel France, puis Panini Comics depuis 2004. Pour comprendre la création de Marvel 1602, il faut remonter en l'an 2000. À cette époque, Joey Quesada, après avoir fait des étincelles avec la ligne Marvel Knight, dont je vous parlais dans l'épisode sur Daredevil sous l'aile du diable, est nommé éditeur en chef de Marvel. Son rôle est simple, il doit remettre sur les rails la maison des idées. Pour ce faire, il va contacter des auteurs connus et leur laisser une grande autonomie sur leurs travaux. C'est de cette manière qu'il va convaincre Grant Morrison, scénariste de Animal Man, Batman Arkham Asylum ou de la Justice League of America, de venir écrire pour les X-Men, et faire venir Joey Michael Straczynski, créateur de la série télé Babylon 5, sur le titre Spider-Man. Et c'est donc dans ce cadre qu'il contacte Neil Gaiman. À cette époque, l'auteur s'est déjà fait un sacré nom grâce à son travail sur sa création, Sandman. Mais suite à la fin de cette dernière, l'auteur a quitté le monde des comics pour devenir un romancier, scénariste, réalisateur et producteur, là aussi très reconnu. Eh ben oui, pourquoi se limiter, hein ? C'est en août 2001 que Neil Gaiman accepte de collaborer avec Marvel. Au tout début, Gaiman ne sait pas trop sur quoi son projet va porter et décide donc de se laisser un temps de réflexion. Hélas, le 11 septembre 2001 et l'attaque du World Trade Center viennent modifier ses plans. Suite à ce traumatisme, Gaiman annonce ne vouloir aucun avion, bombe ou la moindre arme à feu dans son histoire. En gros, s'éloigner des schémas classiques de Marvel. Je ne voulais pas que ce soit une histoire de guerre et je ne voulais pas écrire une histoire qui puisse justifier ça, ou justifier quelque chose. Le second déclic viendra d'un voyage à Venise. C'est à travers la découverte de son architecture, de la vie locale, que Gaiman aura l'impression que le passé est à portée de main. C'est à ce moment-là que les briques de son histoire commencèrent à se mettre en place. L'idée de départ de 1602 est des plus simples. Il s'agit de réimaginer le tout début de l'univers Marvel, mais dans un monde alternatif où les héros qu'on connaît seraient apparus en 1602 plutôt qu'en 1960. D'ailleurs, l'idée de base m'a pas mal fait penser à l'épisode 9 de la saison 5 du dessin animé X-Men des années 90, Jubilee's Fairy Tales Features, où Jubilee racontait les aventures des X-Men dans un monde médiéval. Fin de l'aparté. Du coup, on a droit à une version différente de ce qu'on connaît déjà, le tout collant bien à l'époque choisie. Étrangement, 1602 n'est pas un what if. Si tu ne sais pas ou plus ce qu'est vraiment un what if, je te conseille de revoir ma vidéo sur Old Man Logan. Ni un récit hors continuité. Non, le tout est plus compliqué que cela. On apprend qu'il s'agit en fait de l'univers classique, qu'on a toujours connu, mais modifié, et que c'est un choix, fait à la fin de l'histoire, qui transforme cette réalité en terre parallèle.
Le choix de l'année, 1602, n'est pas fait au hasard lui non plus, puisque de nombreuses références sont faites à l'histoire telles que la présence de la reine Elisabeth, la menace que représente son successeur le roi Jacques, ou encore la jeune et innocente Virginia Dare, premier sujet de Sa Majesté à être née en Amérique. Époque oblige, Gaiman met du cœur à utiliser au mieux le langage de cette époque, avec toute la verve et le polish d'un auteur de la trempe de Gaiman. Et même dans le choix de ses personnages, le scénariste arrive à nous surprendre. Il arrive à mesurer à la perfection leur rôle dans son histoire. Au lieu d'utiliser les porte-étendards de la firme tels que Wolverine, Gaiman décide de porter son choix sur des personnages plus adaptés à l'époque. D'où le choix de Nick Fury, renommé Sir Nicholas Fury, et du Docteur Strange, afin de faire le lien entre les différentes intrigues se menant de concert dans le monde de 1602. Même un personnage tel que Spider-Man n'y a pas sa place. Enfin, pas sous cette identité. La patte de Gaiman se ressent avec cette écriture des personnages tout en subtilité. Ils conservent leurs particularités tout en les modifiant légèrement afin de mieux les intégrer à cette époque qui n'est pas la leur. Ces modifications sont bien souvent l'occasion d'enrichir les personnages. Ainsi, même si nous n'avons pas affaire à Daredevil, l'homme sans peur appliquant la justice, nous rencontrons Matthew, l'acrobate aveugle et vigilant travaillant pour Sir Nicholas. Le sûr de lui et un peu vantard Nick Fury se transforme en un être sarcastique sous les traits de Sir Nicholas, et même le Docteur Strange, dont la personnalité a le plus souvent été assez fade, même à ses heures de gloire, est ici habité d'une vraie voix et d'un but. Et l'auteur arrive à en faire tout autant avec l'histoire avec un grand H qu'il plie à sa volonté, et ça sans aucune lourdeur afin de raconter le récit qu'il a en tête. Le talent de Gaiman, c'est donc de savoir tisser les liens entre les personnages entre eux, mais aussi avec l'univers. Ainsi les X-Men, et donc les mutants, sont connus en tant que prodiges et sont tourmentés non plus par le gouvernement, mais l'Inquisition. Nick Fury, l'agent secret, est devenu Sir Nicholas Fury, agent des renseignements de Sa Majesté Elisabeth. Ce dernier et le docteur Stephen Strange, médecin de la reine et magicien occultiste, sont chargés de découvrir le secret d'un mystérieux artefact appartenant aux Templiers et convoité par le comte Otto von Fatalis. Un des autres points forts de cette histoire est qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'univers Marvel afin de profiter de l'aventure. C'est cependant passé à côté d'une partie du fun de cette histoire qui est de reconnaître le héros transformé à la sauce élisabéthienne. Et une fois la découverte passée, on découvre une intrigue des plus prenantes. On se retrouve avec une histoire où il y a beaucoup d'intrigues et peu d'affrontements. La série repose en effet plus sur le ressenti des personnages et leur caractérisation. On y voit les héros se serrer les coudes face à l'adversité, vivant une épopée exceptionnelle et apprenant à accepter leurs différences. En somme, un peu ce qu'on trouvait à la grande époque de Stan Lee et cet esprit léger de l'âge d'or de Marvel. Chacune des menaces se tordent, interagissent l'une avec l'autre, un assassin sort de l'ombre, des trahisons apparaissent, alors qu'on nous présente d'autres individus remarquables ainsi que d'autres éléments du scénario. Comme à son habitude, Gaiman arrive à se jouer du lecteur. Tel un magicien, il arrive à nous focaliser sur un élément afin de faire avancer les pions de l'autre côté pour mieux se jouer de son audience. Cependant, 1602 n'est pas un succès sur tous les points. Comme souvent, la faiblesse récurrente de Gaiman fait son apparition. Finir son histoire. À la manière d'auteurs comme Stephen King, Gaiman arrive tellement à faire monter les attentes de ses lecteurs que le chapitre final s'en trouve souvent être le plus faible. Et hélas, c'est le cas pour 1602. Ce n'est pas pour autant une déception, mais le tout est quand même moins innovant que le reste. Et c'est peut-être une chose qui va décevoir les habitués de Gaiman, car 1602 est comme un comics simple à lire au bord d'un étang. On est bien loin de la complexité philosophique d'un Sandman, il s'agit d'une histoire simple et jolie, ayant malgré tout un sous-texte, mais qui reste l'un des travaux les plus accessibles de Gaiman. Ici, le message véhiculé par le récit est que, peu importe l'époque, les choses devaient suivre ce chemin déjà tracé, que même en changeant un événement, les choses finissent par être les mêmes et doivent l'être sous peine de la fin du monde. Le tout est très déterministe, supprimant de suite une partie de libre arbitre et de changements qui auraient pu être intéressants. Mais bon, cela permet de mieux coller au Marvel de l'époque Lee Kirby et se justifie donc bien. On pourra aussi reprocher à Gaiman de ne pas avoir réussi son propre challenge. En utilisant un bateau volant, l'assaut d'un château d'un dictateur, des canons tirant sur un véhicule, n'est-on pas un peu loin des ambitions post-11 septembre de se passer de pistolets, d'avions ou de violence? Ou doit-on voir les limites de la création hors code Marvel? Certes, ce ne sont pas les éléments modernes cités par Gaiman lui-même, cependant on n'en est pas loin. Mais bon, je chipote puisqu'il ne s'agit que 3 ou 4 pages sur une série de 8 numéros, alors chapeau bas pour la tentative. Voici donc les 3 traîtres dans la tour. Quand le roi James arrivera à Londres, il plantera nos têtes au pilori. Traître, tu oses! Nous complotons contre la couronne, non? Tu appelles ça comment? À la mort de la reine, tu craignais pour la fin du monde, Fury. Oui. En effet, la création s'écroule pour éviter le désastre. Il faut agir vite. Si c'est le cas, que faire? Je l'ignore. Le trésor des Templiers peut nous aider. Peut-être pas. Seul Red le sait. C'est bien triste. Red est mort. Il a disparu avec ses amis il y a 5 ans. Et si je te disais qu'il était aux mains de Fatalis, comme le trésor des Templiers et ton agent? Depuis, il y a eu d'autres titres se déroulant dans l'univers 1602 consacrés à Iron Man, Spider-Man ou les 4 Fantastiques, et même récemment à Angela. Mais hélas, le travail n'est pas effectué par la même équipe, et l'on peut même dire que l'ambition n'est pas du tout la même. On a plus affaire à des histoires classiques et très vite oubliables.
Si les dessins sont le travail du talentueux Andy Kubert, il ne faut pas négliger le travail de Richard Izanov, coloriste de son état sur la série 1602. Richard Izanov est un artiste français connu pour avoir colorisé des titres connus comme Dark Tower, Daredevil, Uncanny X-Men, Ultimate X-Men, Origin et bien d'autres titres encore, mais aussi pour son rôle de premier plan dans la révolution de la publication assistée par ordinateur, qui permet à des artistes tels que Fiona Staples ou Mark Brooks d'exprimer tout leur talent depuis leur ordinateur. Quand on découvre les premières pages de 1602, la chose qu'on peut se dire, c'est que les dessins ont un aspect étrange, un effet ancien. Alors comment ont-ils fait pour avoir un tel rendu? Kubert et Izanov ont décidé de ne pas utiliser les techniques habituelles afin de faire passer l'aspect d'une autre époque à travers le dessin. Et pour ce faire, on s'est passé de l'encreur. En effet, d'habitude les crayonnés des dessinateurs sont ancrés ensuite par d'autres artistes avant d'être colorisés par un tiers. Or ici, comme pour Origin auparavant, les planches crayonnées de Kubert sont de suite arrivées chez Izanov. Ce dernier s'applique aussi à donner un effet peinture numérique en utilisant un effet brossé, des hachures et autres motifs afin d'habiter ses colorisations. On peut aussi noter qu'avec cette technique, les noirs profonds sont peu présents, mettant en valeur les couleurs, mais que pour compenser cela, et certainement coller à l'ambiance de l'histoire, ce sont les gouttières, l'espace entre les deux cases, qui sont totalement noirs. On pourra aussi noter les superbes couvertures de l'artiste Scott McCohen qui arrive à reproduire un effet gravure des plus crédibles grâce à la méthode du scratchboard, donnant une ambiance d'antan correspondant au récit. Mais qu'est-ce que c'est que le scratchboard? Il s'agit d'un morceau de carton avec une surface recouverte de craie blanche. On y applique une mince couche d'encre noire où l'on creuse les traits avec une lame très fine en grattant cette couche d'encre pour laisser apparaître la surface blanche en dessous. C'est comme si on traçait avec la lame des lignes blanches sur la surface noire. Il ne reste plus qu'à ajouter les couleurs par la suite sous Photoshop. Andy Kubert a depuis longtemps démontré l'étendue de son talent, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics. Une fois de plus, il illustre à merveille ce grand événement Marvel en utilisant un dessin fin combiné à une mise en scène sachant être tantôt stricte et ordonnée, tantôt très dynamique. On reconnaît aussi son style avec ses gros plans sur les visages ou éléments de visage de personnages avec des angles de vue peu conventionnels venant jouer sur les proportions. Il ne faut pas oublier que 1602 est quelque peu unique dans le monde de Marvel. La série ne propose que peu de bagarres et la plupart des scènes d'action sont du coup limitées à une ou deux cases réalisées avec une précision saisissante. En combinant son savoir-faire pour les paysages d'une grande beauté et pas mal de recherches sur l'architecture et les objets de l'époque, Kubert arrive à faire revivre un temps révolu tout en lui donnant un aspect peint qui vient sublimer ce récit fantastique. Le choix de Kubert va de soi tellement son art arrive à maintenir le sentiment de magie et de surréalisme qui entoure l'histoire, et vous pousse d'autant plus à tourner les pages pour découvrir ce qui vous attend sur la prochaine. C'est certainement ça le talent. En résumé, avec cette mini-série, Gaiman crée un tout nouvel univers Marvel reprenant les codes d'un genre d'antan. 1602 est au final une histoire nous intriguant et nous faisant rire et même arrivant à nous tirer une larme. Toute personne aimant l'univers Marvel, les fictions historiques ou juste une bonne narration se doit de jeter un œil à Marvel 1602. Que ce soit par ses couvertures ou ses intérieurs imitant un style pictural, des efforts colossaux sont mis en place afin de faire de 1602 une œuvre atypique. Cette collaboration entre Gaiman, Kubert et Izanov nous offre là une pièce marquante de l'histoire des comics des années 2000, bien souvent oubliée quand on parle de cette époque. Point fort, la revisite de l'âge d'or de Marvel, un jeu d'intrigue assez bien mené, un choix de personnages intéressant et des relations travaillées, le duo Kubert-Izanov reprenant le style créé pour Origins, la vision post-11 septembre de l'univers Marvel. Point faible, pas l'œuvre la plus marquante ou aboutie de Gaiman, un déterminisme qui rend le tout un peu prévisible, une fin un peu décevante. Et c'est donc la fin de ce Comics in Motion et aussi un peu celle de ton été. En espérant que ce petit voyage en Angleterre t'aura séduit, et toi, tu en penses quoi de Marvel 1602 ? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à faire découvrir ce comics à ton entourage, à t'abonner, à me rejoindre sur Twitter et Facebook, et on se dit très vite pour parler à nouveau de comics. See ya! Bloque la porte, Peter. Je souffle les bougies. Si on s'enferme, sire, comment rentrera-t-il ? Ne t'en fais pas, il y arrivera. Brrr, qui viendrait jusqu'ici, sire ? Sinon le diable en personne ? Si lui, il ose quand d'autres hésitent, je veux bien être le diable, petit. Et toi, qui es-tu ?